Bienvenue sur le podcast 21 915 jours. 21 915, c'est le nombre de jours qu'ont passé les hommes et les femmes de Rapido à concevoir des véhicules de loisirs qui ont permis à des milliers de personnes de voyager à travers le monde. Dans ce podcast, découvrez celles et ceux qui font et ont fait de Rapido la référence du camping-car et du fourgon aménagé. Aujourd'hui, découvrez le récit de Pierre, deuxième génération de la famille Rousseau, qui retrace l'histoire de cette entreprise familiale, de la genèse de la caravane populaire au camping-car haut de gamme reconnu au niveau européen. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Rousseau et je suis le président-directeur général de Rapido, cette société qui existe depuis maintenant 60 ans. Je rappelle un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire que c'est mon père qui était menuisier ébéniste, qui a travaillé à Paris, qui a fait l'école Boulle, qui était ingénieux, qui a inventé une petite caravane pliante dont nous avons usé en famille pendant plusieurs années. Et au fur et à mesure de nos vacances, il faisait un nouveau modèle, il l'améliorait et pour arriver en 61 à quelque chose d'abouti, qui était ingénieux, facile à tracter. On tractait ça avec une Dauphine, une R8, ça pesait 300-400 kilos, c'était facile à monter et les gens s'intéressaient à cette caravane quand on arrivait dans les campings et qu'on montait cette petite caravane pliante en toile. Et c'est là qu'il a décidé de créer la marque Rapido et d'essayer de la commercialiser. Alors, j'ai bien sûr vécu toutes ces étapes en tant qu'enfant, puisque 61, j'avais 8 ans, 7-8 ans, et j'ai pu suivre avec toute la famille ses débuts. C'était beaucoup d'émotions de voir tous ces gens s'attrouper autour de nous et puis tout l'intérêt qui était porté à cette innovation. Oui, en fin de compte, mon père était menuisier ébéniste et au bout d'un moment, c'était un peu la période de la reconstruction après-guerre et l'ébénisterie, la menuiserie, les meubles, c'était son premier métier, la sculpture. Il a dérivé un petit peu sur le bâtiment. Et il a donc fait des fenêtres, des portes de garage, des escaliers. Et un des premiers clients, c'était un lotisseur qui était dans la Sarthe. Et c'est ce qui a permis, en fin de compte, à l'entreprise qui était artisanale, où il était tout seul. Il s'est installé en 1948, juste après son mariage. Et là, il est monté tout de suite à une quinzaine de salariés. Et dans le bâtiment, donc on était menuisier pour le bâtiment. Et on a fait les premières vacances dans un 1000 kilos. Donc c'était le moyen de transport des produits que nous faisions, c'est-à-dire les portes, les fenêtres et tout ça. Et on livrait ces produits sur Le Mans. Et avec le nombre de personnes que nous étions, là on a commencé à avoir des vacances, prendre des vacances. Et je me souviens aussi que on avait aménagé le 1000 kilos. C'était un genre de fourgon Renault, les premiers fourgons. Et on avait mis des lits, des banquettes, et puis des lits superposés. Et on avait été en vacances 2-3 jours en famille et aussi quelques salariés. C'était nos premières vacances. On l'a fait, je crois, 2 fois. On n'avait pas été trop loin, peut-être en Bretagne. Je me rappelle plus précisément où nous étions, mais c'était un petit peu de fou rire et on était un petit peu les uns sur les autres, mais on a passé du bon temps. Donc l'année d'après, je pense, nous étions partis avec une tente que mon père avait empruntée à sa sœur. On n'avait pas été dans les terrains de camping à cette époque-là, on allait dans les champs. Et je me souviens de l'anecdote où nous étions dans un champ et puis le matin, on entendait renifler. Moi, je me rappelle peut-être pas tout à fait, mais ma mère s'en rappelle. Et on avait les vaches qui étaient tout auprès de la tente et qui reniflaient là, le matin. Et ça rassurait pas forcément ma mère. Et c'était pas très agréable de dormir alors que les vaches étaient à côté de la toile de tente. Et puis elle était par terre aussi. Elle disait on dort par terre.
On peut avoir des animaux, il y a les vaches et tout. Et c'est là que mon père a décidé de faire cette petite caravane pliante sur une remorque, quoi, tout compte fait, et qui était hors sol, qui était à 50 centimètres du sol. C'est comme ça, cette anecdote-là qui a fait qu'il a fait cette petite caravane pliante. Et on a fait cette première caravane pliante en toile, qui était un cube, hein, avec un compas, le toit se levait et les panneaux de côté se rabattaient. C'était l'occasion pour chaque vacances de l'améliorer. Et au bout de 3-4 ans, on est arrivé à un produit qui était pas trop mal. Et en 60-61, je dirais que ce produit était assez abouti et il a décidé de dire on va le commercialiser. Alors nous étions en vacances en Italie, on partait 8 jours seulement. Il faut savoir qu'avec la Dauphine, plus la petite caravane, on allait jusqu'à Turin. Et on venait dans la semaine, quoi. Alors qu'il n'y avait pas d'autoroute. C'était vraiment un challenge. Pour des vacances, c'était pas vraiment de tourpeau, mais bon, voilà, on monte cette petite caravane. Les gens disent c'est rapide et tout. Puis comme on était en Italie, le mot rapide, astucieux, dérivé vers le mot rapido. Et pourquoi pas rapido? Voilà, c'est un petit peu en Italie que mon père a découvert ce nom et qu'il a décidé de l'appeler rapido. Parce que, en fin de compte, c'était une pliante, il fallait démontrer aussi par le nom, comme quoi c'était facile à monter, que c'était rapide et qu'on n'allait pas perdre trop de temps pour s'installer et prendre les vacances dans le camping. Hein, c'est un peu la genèse du nom. Mon baptême de l'air, je l'ai fait au Mans, à l'occasion des 4 jours du Mans. Mon père était là-bas pour vendre les caravanes avec ma mère. Et là j'avais plutôt 14-15 ans. Et comme j'aimais l'aviation, j'ai dit à ma mère, j'aimerais bien faire un baptême de l'air. Et comme les 4 jours du Mans sont juste à côté du terrain d'aviation du Mans, eh bien, j'ai fait un tour en Cessna 172. Ça a été mon premier baptême. Et la petite anecdote, c'est que là, ce mois de mars, là, c'était le 13 mars, c'était mon premier vol d'instruction en planeur. Donc ça fait 50 ans. Et j'ai été lâché au mois de septembre. J'ai fait mon premier vol solo au mois de septembre 71. On vendait au travers de clients. Ça, c'est un petit peu moins connu. C'est-à-dire que on avait de bons clients qui étaient devenus presque des amis, quoi, mon père. Et notamment à Rouen, à Lille, il a dit si tu veux, tu me vends les caravanes, tu les exposes, tu fais venir tes amis, et puis je te donnerai une commission. On facturera, mais je te donnerai une commission. Et c'est là qu'il a créé un réseau de dépositaires. On appelait ça des dépositaires. Et assez vite, les quantités sont montées de 100, 200, 300 caravanes. Ont été vendus au travers de 4-5 dépositaires. Moi, je suis arrivé en 76 à la création de cette nouvelle usine à Mayenne et j'ai changé un petit peu les choses de dépositaire. C'était un petit peu difficile à gérer. C'était aussi au niveau trésorerie très, très important puisque on ne touchait l'argent que quand on la vendait. Et à l'époque, les caravanes, souvent les clients la voulaient juste avant les grandes vacances, hein, c'est-à-dire au mois de mai-juin. Donc tout l'hiver, on fabriquait des caravanes, mais on ne les livrait pas. Et puis j'avais vu aussi qu'il y avait un réseau de distributeurs de caravanes traditionnelles. Et mon rôle a été un petit peu de les convaincre qu'on pouvait vendre ces caravanes pliantes au travers d'un réseau de distribution, je dirais, traditionnel. Donc on a commencé à créer un réseau de distribution. Et puis les premières demandes sont apparues aussi de la Belgique, de la Suisse et de l'Allemagne, parce que c'était un produit très, très innovant qui a eu plusieurs concours. Hein, premier prix du concours Lépine, prix du président de la République. Et donc en 71, 72 et 73. Et voilà, on a pu commencer à faire de l'export.
Donc en 74, nous venons sur Mayenne, où nous avons construit une usine dédiée pour Rapido, pour les caravanes, et nous avons gardé la menuiserie. La menuiserie qui représentait une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes. Forcément, ça nous servait aussi de menuiserie pour fabriquer nos meubles, hein. Donc on faisait la menuiserie bâtiment et de la menuiserie meubles pour nos propres caravanes et nos propres camping-cars au départ. Mais assez vite, sur Mayenne, on a créé une menuiserie dédiée à nos véhicules, à nos caravanes et camping-cars. Mais malgré tout, on a gardé la menuiserie, puisque j'ai arrêté cette menuiserie seulement en 90. Et j'ai décidé, parce que mon père n'était plus là à cette époque-là, d'arrêter la menuiserie et de reconvertir toutes les personnes qui étaient à la menuiserie vers la menuiserie, je dirais, camping-car ou voire montage aussi. Moi, quand j'ai passé le cap quand j'ai tourné 60 ans, quand j'ai passé le cap des 60 ans, j'ai demandé à mes enfants si ils voulaient venir dans la société ou pas, parce que les former, leur apprendre et prendre la continuité, ça se fait pas en 6 mois ou 1 an. Enfin, à mon goût, ça met quelques années, parce qu'on apprend tous les jours, hein, quelque part. Donc, à mes 60 ans, je leur ai posé la question. Nicolas m'a répondu qu'il était d'accord de venir en entreprise. Et il a dit, je vais travailler un petit peu ailleurs. Et c'est ce qu'il a fait, 3-4 ans. Et il est venu nous rejoindre en 2014, assez tôt, tout compte fait. Mais ça lui permet aussi d'apprendre la culture, d'être un peu plus longtemps avec moi, puisque au lieu de passer peut-être 2-3 ans, ça va faire 5-6 ans. Et on apprend quand même mieux la culture sur le plus long terme. Et moi, je trouve que c'est une réussite, et je trouve qu'il se débrouille très bien. Donc, je suis parfaitement confiant pour l'avenir. On était au travers d'importateurs en Belgique, en Allemagne et en Italie. Et j'étais parti en Italie, et j'étais pas très content de notre importateur italien, qui était un peu spécial, difficile, les relations commerciales difficiles, on pouvait pas faire ce qu'on voulait, et j'avais décidé d'arrêter avec lui. Et en fin de compte, je voulais nommer quelqu'un d'autre, et il avait pris quand même, malgré tout, j'avais pris un stand au salon de Turin, c'était le salon national italien, et avec un autre importateur, même si j'avais fait ça dans les règles, l'arrêt de son contrat. Et il m'avait fait venir les gendarmes et les huissiers pour fermer le stand. Et si bien que je suis resté 2-3 jours de plus en Italie, et avec mon avocat, qu'il a fallu que je trouve sur le champ. Je parle pas l'italien, hein. Enfin, je parlais un peu anglais. Et, a fallu qu'on fasse un compromis, et j'ai eu quelques subsides à donner, et je me rappelle, j'avais des eurochèques que j'avais personnellement, et j'ai signé des eurochèques alors que j'avais pas l'argent sur le compte, hein, mais pour solder l'affaire. Et puis après, je me suis arrangé pour avoir, bien sûr, créditer le compte. Mais je suis resté 3-4 jours de plus là-bas. Je me demandais si j'allais pas aller en prison, d'ailleurs. Mais c'était quand même assez fastidieux. À cette époque-là, j'utilisais bien sûr les camping-cars. Et j'étais le premier à utiliser les protos. Et je partais souvent en vacances avec les protos. Et là, forcément, c'était quand même pas l'idéal, et on a eu beaucoup de déboires. Si bien qu'un jour, ma femme elle m'a dit, moi, je veux bien aller en vacances avec toi, mais on ne fait plus avec les protos. Parce que forcément, une année, on part avec une capucine, et avec les enfants. Et en fin de compte, ce véhicule-là, on avait oublié de rallonger le pot d'échappement du véhicule, si bien qu'on part, et au bout de 8 jours, eh bien, je vous dis pas que
avec les aérations sous plancher et tout, on a été, pas inondé, parce que c'était pas de l'eau, mais enfumé par les pots d'échappement pendant quelques jours. Alors, je vous dis pas pour les vêtements et tout, alors là, je me suis fait plutôt enguirlandais ou rondé, donc j'étais pas content qu'on ait oublié rallonger le pot d'échappement, mais elle m'a dit, bon, la prochaine fois, on prend un véhicule de série, hein, mais plus de proto. Donc les protos, bah oui, j'ai quand même essayé beaucoup de protos. Dans les débuts des années 80, j'avais un petit peu peur de construire des usines parce que 83, nous avions fait cette extension d'usine où nous sommes là au Pérouin. Et quand on a fini la construction de cette usine, eh bien, le marché s'est écroulé. Et en fin de compte, on a utilisé ces locaux pour stocker les caravanes. Et là, je dois dire, j'ai eu de belles réflexions de mon père qui m'a dit, bah, si c'est ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Si tu nous fais des usines et que le marché s'effondre au moment où on l'a sorti. Et ça m'a un petit peu traumatisé. Et je me suis dit, je disais à mes collaborateurs, quand l'usine va être finie, cette nouvelle usine en 2008, là, vous allez voir, on aura peut-être plus rien à faire. Et c'est ce qui s'est passé, puisque là, on a inauguré l'usine, enfin, on est rentré dans l'usine en octobre 2008, juste le mois de la crise financière. Et là, en fin de compte, on avait prévu 4 lignes de montage. Bon, avec 2 lignes, on fonctionne, quoi. Ceci dit, c'était la crise, mais bon, on était quand même confiant sur le marché, sur le moyen et long terme, hein. Et 2014, ça a été la reprise. Ça a été l'occasion pour moi, pendant cette reprise, de constater aussi qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le monde du van et du fourgon. Et 2008, quand Pérev est un peu en difficulté, son dirigeant m'appelle. Il me dit, est-ce que vous voulez pas m'aider ou reprendre mon affaire? Et là, j'y vais de suite. Car je pense que ce marché, on en avait parlé aussi avec les collaborateurs, et on pensait que ce petit fourgon, c'est un moyen de s'évader de la maison, d'être un petit peu plus agile sur les routes et sur le stationnement. C'est un petit peu moins cher, c'est un peu moins visible. Et on peut l'utiliser aussi en deuxième voiture, hein, même si c'est un fourgon. On ne parlait pas encore tout à fait du van à l'époque, même si c'était déjà un petit marché. Et les premiers salons arrivent au Bourget avec Campérève, et je vois que c'est un succès. Donc ce pas des fourgons et des vannes a démarré à l'occasion de cette crise de 2008-2009, comme quoi il faut savoir saisir les opportunités à l'occasion des crises. C'est ce que nous avons fait. Et je dirais que c'est un peu c'est pas la troisième vague, mais on passe de la caravane au camping-car et du camping-car au fourgon, tout en gardant bien sûr le camping-car qui est maître chez nous. Mais je veux dire, c'est cette troisième étape qu'on a abordée à cette occasion. Et aujourd'hui, on voit qu'on a eu raison, et on a été un petit peu, je dirais, pas copié, mais on a été parmi les premiers à se lancer sur ces marchés, et tous les autres se sont mis sur ce marché du van et du fourgon. Ça a été un peu mon challenge de ces 60 ans, c'est-à-dire que, en fin de compte, je suis parti, ou nous sommes partis d'une petite caravane populaire. Parce que mon père était plutôt dans ce secteur-là, quoi. Il aimait bien les choses plutôt populaires, pas chères, et pour les ouvriers, et pour l'ensemble des gens, et une caravane toute simple, pas trop complexe, et en fin de compte, j'ai réussi à faire de ce groupe et de cette marque Rapido vers un produit sophistiqué, plus sophistiqué, haut de gamme, moyen haut de gamme, et parmi les leaders. Donc j'ai fait cette transformation sur 60 ans, là, et je trouve qu'il y a une belle réussite d'avoir réussi à transformer les produits et de les avoir amenés vers une marque connue, je dirais presque mondialement maintenant.
et au moins au niveau européen, avec dans un segment de marché, je dirais moyenne haut de gamme, très intéressant, avec un produit de qualité. Ça a été quand même je dirais le fil conducteur qui a permis à Rapido d'être aujourd'hui parmi les leaders. Et ça, j'en suis fier. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos autres épisodes sur notre site rapido.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.